Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'heure. Un sondage léger, le journal TVA, très, très intéressant sur l'immigration. Les grands constats, qu'est-ce qui ressort de ça? Bien, essentiellement, le Canada devrait accueillir, selon les répondants, moins d'immigrants et l'intégration des immigrants à la société canadienne se fait mal. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, ta réaction face à ces résultats-là, c'est assez révélateur, hein? Oui, et on n'est pas dans les deux solitudes ici. Là. On le voit que tout le Canada parle d'une seule voix. Là. On ne peut pas dire ici qu'au Québec, on a une vision différente de l'immigration. Il y a un écart, il y a un petit écart. Oui, mais c'est pas un écart qui est marquant. Là. On n'est pas dans deux visions complètement de la société puis de l'immigration. Évidemment, c'est normal quand on explose les chiffres de voir des disparités selon la réalité de chaque province, notamment ne serait-ce que sur la question du vieillissement de la population. C'est pas le même problème qu'on a au Québec qu'il y a dans d'autres provinces. Donc, on a un rapport différent avec le vieillissement de la population. Mais je trouve ça très intéressant de voir comment Justin Trudeau a réussi à faire changer, à cause de sa politique qui est mal organisée, qui est désordonnée, la vision des Canadiens sur l'immigration, parce que ces chiffres-là, c'était pas les mêmes il y a encore quelques années. Ben, ça a évolué, Marc-André, là. Oui, vraiment. Surtout à l'extérieur du Québec, là, il y a clairement un changement. J'essaie de penser, là, quand j'ai fait le tour du pays en 2019 lors de la campagne électorale, 40 jours, 65 vols, j'ai fait toutes les provinces. Puis les dossiers d'immigration ont toujours été là durant les campagnes électorales. À l'extérieur du Québec, on n'était pas dans ces chiffres-là. Ils ne sont pas vraiment surprenants avec ce qu'on entend, ce qu'on sent au cours des derniers mois. Ce n'est pas une surprise ce matin. Clairement, on voit bien que, puis je suis d'accord avec Yasmine, Justin Trudeau a changé les règles du jeu en termes de seuil, sans consulter personne, sans savoir si on était prêt à accueillir ces gens-là. Moi, j'ai pas de problème avec l'immigration, là. C'est une richesse, on en a besoin, mais à un moment donné, faut que tu prennes le temps de jaser avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont responsables des hôpitaux, qui sont responsables des écoles, puis du logement, puis voir est-ce qu'on a cette capacité-là. Quand Sean Fraser, qui est maintenant à l'habitation, avant ça, il était à l'immigration, il est arrivé avec son 500 000. Mais t'arrives d'où, là? Je veux dire, t'arrives comme ça, tu lances ça, t'as pas parlé à personne. Puis là, quand tu leur dis en plus, ben là, vous voulez, là, tu sais, 100 millions de Canadiens en 2100, puis c'est l'initiative du siècle. Là, ils disent non, mais c'est les mêmes chiffres. À un moment donné, vous êtes sur ce rythme-là, mais clairement, on n'est pas capable de l'accueillir. Puis c'est ce qu'on voit ce matin dans le sondage, là. Les gens, ils disent, on n'est pas capable de les accueillir de la bonne façon, fait qu'il faut faire mieux, là. Yasmine, en rafale, quelques chiffres. Là, l'immigration augmente la pénurie de logements selon 79% des répondants, met une pression supplémentaire sur le réseau de la santé, réseau de l'éducation, mais en contrepartie, une bonne chose pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et ses sources de croissance économique. Est-ce qu'on a une opinion un peu plus nuancée? Parce que souviens-toi, Yasmine, à une époque pas si lointaine, là, lorsqu'on disait ça aggrave la pénurie de logements, pas les immigrants, mais le flux migratoire, l'immigration, la politique d'immigration, les gens se faisaient traiter de racistes. Ben, la vérité, c'est que c'était beaucoup utilisé. En fait, il y a un temps pas si lointain où l'immigration venait à exacerber la crise du logement, la crise sur nos réseaux de santé et d'éducation. Et c'est pas vrai, c'est un mythe que ça vient aider dans la pénurie de main-d'œuvre puis qui est source d'immigration. Tu sais, il y avait comme ce discours-là, puis il y avait l'immigration, c'est la meilleure chose à le pain tranché, puis il y en a pas de problème. La vérité, c'est qu'on voit que les Québécois et les Canadiens sont quelque part entre les deux. C'est qu'ils disent, il y a des études maintenant, des vraies études d'économistes qui disent que l'immigration, et pas juste l'immigration, bien d'autres éléments viennent exacerber la question de la crise du logement. C'est mathématique, puis on nous le montre. Quand tu ne mets pas de... Tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de mise en chantier, là, c'est pas à faute de l'immigration. Ça aussi, c'est une réalité.
C'est sûr. Le fait qu'il n'y ait pas de mise en chantier, c'est pas. Mais si tu ne mets pas de mise en chantier puis tu accueilles beaucoup d'immigrants, ben c'est normal que tu viens rajouter une pression sur le logement. Si tu n'augmentes pas ta capacité hospitalière ou ta capacité scolaire puis tu accueilles beaucoup d'immigrants, c'est normal que ça vienne mettre une pression. Alors, c'est où? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est notre incapacité à développer ces réseaux-là ou est-ce que c'est l'immigration qui vient rajouter une couche? La réponse est quelque part entre les deux. Mais moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on nous dit, là, les discours là, anti-immigration, anti-immigrants, puis l'immigrant est le source de tous les maux, puis n'a pas de valeur ajoutée, là, on n'en veut pas. Moi, c'est ce que je lis et ce que visiblement Jean-Marc Léger aussi déduit de ce message-là. Marc-André, maintenant qu'on a ce portrait de situation-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est là la grande question, là. Fait qu'à un moment. Et on a vu comment à Ottawa, tu sais, présentement, là, oui, là, tu sais, puis le Québec a un certain pouvoir en termes d'immigration, puis on a une entente, là, Québec-Canada, puis certaines provinces sont jalouses de cette entente-là, où le Québec a plus de contrôle sur l'immigration que les autres provinces. Mais clairement, le problème est entre les mains de Justin Trudeau présentement, là. C'est lui qui est au pouvoir, probablement encore pendant 1 an et demi. Et là, on a vu qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec les étudiants étrangers, de baisser le nombre, tout ça, pour essayer. Bon, est-ce que vraiment cette mesure-là va avoir un impact significatif? Je pense pas, là. Je veux dire, c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Mais le problème ressenti là, sur l'ensemble du seuil de son 500 000, sur comment il réagit par rapport à ça, est-ce qu'il va annoncer une réduction? Mais c'est pas ça qu'il y a dans les cartons, c'est pas dans sa nature. Et vraiment, eux, ils veulent continuer à avancer avec ce chiffre-là. Fait qu'on est un peu pris, là, même si on essaie de faire, même si M. Trudeau fait des annonces en logement à chaque semaine pour essayer de faire des ententes avec des villes, puis on va construire plus rapidement. Mais présentement, c'est mathématique, là, qu'on n'a pas cette capacité-là d'accueil. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on le sait, c'est un enjeu qui est là depuis le début 2024. Puis pour la prochaine campagne électorale au fédéral, ça va être probablement l'enjeu numéro 1 ou 2 avec le coût de la vie, tout ça, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et j'espère malheureusement qu'on ne va pas tomber dans également une guerre de chiffres, là. Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on rentre dans des chiffres, puis on essaie de faire de la surenchère d'un côté comme de l'autre selon nos options politiques. Mais à la fin, qu'est-ce que ça change concrètement lorsqu'on est juste dans une guerre de chiffres et non pas vraiment d'avoir des résultats tangibles sur le terrain, là? Oui, j'ai hâte de voir effectivement quel parti va rejoindre davantage les gens sur leur vision de l'immigration. Il y a des données intéressantes là, de ce sondage léger-là quand on pose la question lequel des chefs de parti est le plus près de votre opinion concernant l'immigration. Ben, au Canada, ailleurs au Canada, c'est Pierre Poilievre. Au Québec, celui qui se démarque le plus, c'est Yves-François Blanchet. Alors, on verra bien. On reste dans le domaine, quand même, on parlait de la pression sur le marché immobilier. Yasmine, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'un marché immobilier qui surchauffait avec les surenchères. Là, Québec solidaire veut s'attaquer à tout ça en exigeant qu'on rende obligatoire la divulgation des promesses d'achat. Donc, cette espèce de surenchère-là, si on est 15, 20 à vouloir faire l'acquisition de la même maison, ben pour éviter que, à un moment donné, moi, je mette 25 000, toi, tu mettes 50 000 de plus, que ce soit transparent. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est proposé par Québec solidaire? M. Legault dit que QS est déconnecté, lui. Ben, je ne sais pas si c'est déconnecté. Moi, je pense que QS est en train de s'attaquer à un problème qui est réel puis qui rejoint beaucoup de monde. On l'a vu dans les derniers mois avec les problèmes de certains courtiers immobiliers. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas au problème. Le problème, c'est le manque de confiance aux courtiers immobiliers qui sont supposés faire ces jobs-là de manière rigoureuse et diligente. C'est cette confiance-là qu'on n'est pas capable d'aller rétablir, de donner les coups des franges aux autorités réglementaires pour pouvoir éliminer ce genre de pratique-là. Alors, ce qu'on fait, c'est, oui, on va aller faire une enchère publique. Je ne sais pas si c'est l'enchère publique le mécanisme, mais je suis certaine qu'il y a un mécanisme durant toute la durée de la transaction, de l'inscription à la vente chez le notaire, où on peut faire intervenir d'autres professionnels pour juger de la faisabilité de la démarche et du fait qu'elle respecte toutes les règles déontologiques, mais également des règles d'affaires. Marc-André, est-ce que ça va régler le problème, d'après toi? Ben, je pense pas. Ben, j'aime ça voir Québec solidaire parler de cet enjeu-là parce que c'est un enjeu qui est réel, là. Fait que ça fait du bien des fois de voir Québec solidaire là, sur des enjeux vraiment là, qui sont vraiment groundés avec les gens sur le terrain.
Cependant, je ne suis pas certain. Tu sais, vous le savez, moi, j'ai déménagé au cours des derniers mois, là. J'ai déménagé cet été. Fait que moi, j'ai joué là-dedans, dans ce film-là. On a visité en 2 jours, là, à Pâques l'an dernier, 8 maisons à Québec. Puis finalement, il y en a une qu'on était prêt à faire une offre, les autres pour différentes raisons, le coût, l'état de la maison, tout ça, la localisation. Mais moi, là, quand j'ai visité ma maison le samedi matin à 10 heures, là, des gens qui sortaient de la maison, là, un autre couple là, avec des enfants aussi, ben eux, c'était leur deuxième visite. Là. Fait que là, tu sais que de la. Puis la maison, ça faisait 3 jours qu'elle était en vente. Là. Fait que tu sais qu'il y a de la compétition. Ben nous, on a visité, on l'aimait, on a fini les autres visites. À la fin, on a dit à notre courtière, ben vas-y, fais un offre. On a fait l'offre 5 heures plus tard. Là. Mais le problème aussi, c'est que moi, j'ai fait un offre. J'ai fait le prix demandé. J'ai dit, je veux pas aller en surenchère. Je veux montrer que je suis un acheteur sérieux. Mais après ça, tu sais, on me dit, ben là, on n'a comme pas le choix de dire à l'autre couple que vous avez fait une offre. Mais ces gens-là, tu sais, ils ont fait une deuxième visite. Moi, j'en ai fait une. J'ai pris une décision. Eux, ça leur a pris 2. Mais pourquoi tu vas dire aussi à l'autre partie que moi, j'ai fait un offre? Ben, c'est sûr qu'eux, ça va les inciter voilà, à aller là. créer... Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, mais je le dis comme gars qui a vécu ça avec sa famille, puis le stress de dire, je pars. Mais là, est-ce que la transparence également aide justement à faire de la surenchère? Parce que l'autre couple, eux autres, ils ont peut-être visité d'autres maisons, sont à une deuxième visite, sont pas prêts à faire un offre, mais sachant que moi, j'en ai fait une avec ma conjointe, est-ce que eux, ça leur a... Finalement, ça n'a pas été le cas, ils n'ont pas fait d'offre, mais est-ce que ça les a incités à eux à en faire une offre? Ils auraient pu en faire une, sachant que j'en faisais une puis qu'ils aimaient la maison. Fait que, tu sais, des fois, être trop transparent aussi, je dis pas de cacher des choses, là, c'est pas ça le point, mais des fois, être trop transparent là-dedans, puis il y a une question d'offre. Il n'y a pas d'offre sur le terrain. Là. Moi, je l'ai vu il y a 6 mois. Il n'y a pas d'offre sur le terrain. Fait que ça fait en sorte que tout le monde se bat pour les mêmes maisons. Oui, surtout le marché de Québec, là, de ce qu'on entend, en tout cas des échos, ça va assez bien, merci. Yasmine, moi, ce que je trouve pour des gens de notre génération, puis surtout un peu plus jeunes, il y a vraiment une iniquité générationnelle pour l'accès à la propriété. Il y en a, là, ça va devenir un rêve utopique. Là. Ah, mais moi, quand je regarde l'état actuel, puis je regarde du monde que je connais de la même génération que moi, qui ne sont pas encore propriétaires, parce qu'ils ont fait des études plus longtemps, parce qu'ils ont pris leur temps, ils sont partis voyager, ils ont voulu vivre des expériences comme on l'a fait, et qui aujourd'hui touchent très bien leur vie. Là. On parle des salaires de plus de 100 000, puis qui disent c'est pas achetable. Là, tu te dis, de quoi tu parles? C'est incroyable. Et là, je remercie Dieu tous les jours que moi, j'ai pu acheter bien avant, il y a plusieurs années, une dizaine d'années, parce que je ne sais pas si aujourd'hui, malgré le fait que je ne peux pas me plaindre sur mon revenu, ben je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu me permettre d'avoir comme maison. Et ça, c'est une inéquité générationnelle, mais c'est pas dans 3 générations, juste entre nous-mêmes, là, ceux qui ont acheté il y a 10 ans et ceux qui se décident d'acheter aujourd'hui. Ils n'ont pas la même offre, ils n'ont pas la même capacité d'acheter, ils n'ont pas le même marché. C'est incroyable. Honnêtement, là, c'est décourageant. Je regarde les jeunes là, qui sortent des universités, puis je me dis, à quel âge ils peuvent prétendre à la propriété? Si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, ça va-tu te prendre toute ta vie, ramasser ta mise de fonds? Puis, tu viens de me faire penser à quelque chose. Il y a ça, il y a l'accès à la propriété, mais il y a un sondage, il y a des données qui sont sorties pour aussi le pactole qu'on doit amasser à la retraite. Okay. Oui. Comparativement aux baby boomers, par exemple, je pense que de l'ordre de notre génération à nous, là, à peu près dans la trentaine, dans la quarantaine, on parle de plus de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, comparativement, j'ai les chiffres là, ici, c'est BMO, okay? Donc la Banque de Montréal. Génération X, 45 à 60 ans, 1,3 million. Les boomers, 61 à 70 ans, 1,3 million aussi. Et les milléniaux, 28-44, on est à peu près toute la gang là-dedans. C'est ça. 2,1 millions. Ben oui. Alexandre, nous autres, on n'aura pas le luxe. Là. On n'aura pas les moyens de se payer une retraite. Là. Oublie ça. Là. Nous autres, on va travailler. Là. On va travailler. Non, on continue de travailler. Il nous reste encore plusieurs années. Il n'y a pas de presse. Comptez pas vos journées avant la retraite. Là. Non, nous autres, on n'aura pas ce luxe-là. Puis en plus, avec la démographie puis tout ça, on n'aura pas le choix pour payer pour les services des boomers. Là. On n'aura pas le choix de travailler non plus. Là. Une proposition qui fait Patience. Ah oui, on va être patient. Une proposition qui fait réagir, Marc-André, c'est le Parti libéral du Québec qui veut déposer un projet de loi pour abaisser la limite d'alcool permise dans le sang. Actuellement, c'est 0,08. On veut ramener ça à 0,05.
Qu'est-ce que Mhm. tu penses de cette proposition-là? Puis est-ce que c'est un manque de courage de la CAQ de ne pas vouloir embarquer là-dedans? Ben, c'est parce qu'au cours des derniers mois, Geneviève Guilbeault a dit on va réformer, changer le code de sécurité routière. Fait qu'on était en train de faire les études de ça. Et le gouvernement, rapidement, dès le début, dit non, on touche pas sur le taux d'alcoolémie. Qui a surpris plusieurs organismes, groupes, là, CA, tout ça, qui sont dans ce domaine-là. Et c'est quand même un peu surprenant quand même qu'on fasse pas la réflexion, parce que dans d'autres provinces, exemple en Ontario, tu sais, le 0.08, là, c'est ce qui est au code criminel. Mais entre 0.05 et 0.08, il y a des sanctions administratives. Tu peux perdre ton véhicule pour un certain nombre de journées. Donc, c'est pas criminel, mais il y a des sanctions. Fait que dans plusieurs provinces à travers le pays, là, on joue comme ça, là, entre le 0.05 et le 0.08. Mais au Québec, on veut même pas en parler. Et c'est là-dessus que je trouve que c'est toujours, pour un gouvernement qui va pas très bien, c'est toujours un jeu dangereux. Parce que malheureusement, ces histoires-là de conduite avec des facultés affaiblies sont malheureusement monnaie courante là, dans l'actualité. Il y en a beaucoup trop. Fait qu'à chaque fois que ça revient, ben, sans dire que c'est la faute, entre guillemets, du gouvernement, ben, tu as une possibilité, comme parti politique, qui en fait un cheval de bataille, de ramener le sujet, là. Fait que c'est sûr que la CAQ va être prise un peu avec ça dans les prochaines années. Et non plus ne veut pas expliquer pourquoi c'est Mordicus a gardé le 0.08 quand tout le monde autour de nous là, se dirige vers des sanctions entre 0.05 et 0.08. Yasmine? Moi, je pense que les libéraux font bien d'aller sur ce point-là parce que le gouvernement n'a pas d'argument solide pour justifier ce refus alors qu'on est en train de mener une réforme du Code de la sécurité routière là, et que on a vu à plusieurs reprises dans les derniers mois des chauffeurs prendre la vie de plusieurs familles sur le... C'est pas les familles qui étaient intoxiquées, c'est les chauffeurs qui ont fait des accidents mortels. Je pense que c'est un sujet qui vient chercher la population et j'ai hâte d'entendre la ministre Guilbeault expliquer pour quelles raisons il refuse de baisser ça, à tout le moins de créer ces mêmes sanctions administratives dont parlait Marc-André, parce qu'on le voit aux États-Unis, il y a une différence entre le DUI puis le DWI, donc driving with Driving while under intoxicated. influence. Ouais. Et oui, c'est ça. Alors, il y a une différence entre les deux. Ça dépend de ton taux d'alcoolémie. Est-ce que ça va créer une plus grande judiciarisation des dossiers? Oui, mais tu sais quoi? Est-ce qu'on cherche à moins judiciariser des personnes qui boivent puis qui vont sur le chemin faire des accidents? Ben, il me semble que la réponse est oui. Moi, oui. Je suis prête à ce qu'on augmente la judiciarisation de ces dossiers-là. Ben oui, parce qu'on cherche à rester en vie. On cherche à rester en vie, Marc-André. Puis, si tu veux mon avis, moi, ça va prendre pas mal plus que des petites campagnes humoristiques sur la sécurité routière. Oui, non, c'est ça, l'éducation. T'es généreux. En guillemets. Ouais, humour, ouais. Ouais, t'as un humour large, Alexandre. mais c'est là que présentement, ce qu'on nous dit, comme Yasmine, je suis très curieux de voir ce que Geneviève Guilbeault va pouvoir dire à long terme. Surtout si, au-delà des consultations sur la réforme actuelle du Code de sécurité routière, le PLQ dépose un projet de loi parce qu'on dit, ouais, c'est polarisant. OK, mais c'est mince comme argument, là. Oui, c'est. Ouais, c'est ça, des dossiers polarisants au Québec, là, on peut y aller. Les Kings, tu sais, au centre Vidéotron, c'est devenu polarisant. Fait que, tu sais, les dossiers polarisants des derniers mois, il y en a eu en masse au Québec. On peut en rajouter un, surtout quand ça concerne la sécurité routière, la vie des gens. Et c'est là que le gouvernement, je trouve, qu'il joue un jeu dangereux, là, à pas vouloir s'immiscer là-dedans. Ils peuvent toujours ils pourraient faire comme les autres, là. Tu prends le ballon, tu pitches ça par en avant, tu dis on fait une consultation, on fait un sommet, on fait un forum. Tu sais, quand tu n'as pas d'idée puis tu veux pas te mouiller les pieds, ben, tu pitches ça dans un comité. Mais là, présentement, juste à dire polarisant, là, ça passera pas la route. On va être dans le jus. C'est sommet, Marc-André, il y en a déjà un là, au cours des prochaines heures là, sur les vols de voitures. Trop de sommets. Ouais, on va tout régler. Yasmine, merci pour la discussion. Bye bye.